Bonjour Céline Federbe, bienvenue à ce podcast d'INI et merci d'avoir répondu à notre invitation parce que nous allons parler aujourd'hui de crise et plus spécifiquement de communication de crise. Alors bon, nous vivons actuellement une des plus grosses crises sanitaires qu'on ait jamais connues, donc on est vraiment dans le vif du sujet, je crois. Mais bon, la pandémie mondiale qu'on vit actuellement, on voit aussi que dans le monde de l'entreprise, il y a des plus petites crises, j'oserais dire. Alors, vous êtes, si je me trompe, experte en communication. Vous avez fait une formation, je crois, de gestion de crise et les entreprises peuvent faire appel à vos services. Tout à fait. Donc oui, je suis consultante en communication, communication au sens large, mais de par mon expérience professionnelle, effectivement, j'ai aussi une expérience en communication de crise. Mhm. Et les entreprises peuvent faire appel à vous pour quoi concrètement? Alors, les entreprises font appel à moi pour toute une série de demandes, de sujets en fonction de leurs besoins. Ça peut être en communication interne, et la crise parfois n'est pas si loin d'ailleurs. Ça peut être en communication externe, presse, préparation, média training, par exemple. Ça peut être aussi évidemment en communication de crise pure, qu'elle soit en prévention, donc préparer les guides de gestion de crise, les plans de communication de crise, ou que ce soit pendant la crise en tant que telle. Oui, d'accord. Alors, vous l'indiquez, pendant la crise en tant que telle, donc la crise, bon d'abord, on essaye de la définir, c'est quoi une crise? Alors, c'est un mot qui est effectivement assez complexe, je vais dire, à définir en deux mots, parce que c'est un mot qui évolue aussi au travers du temps. Mais je veux dire, le dénominateur commun des crises en général, et on voit qu'elles sont multiples, c'est qu'on pourrait dire que c'est une déstabilisation soudaine dans un fonctionnement. À un moment donné, il se passe quelque chose, et donc cette crise, cette déstabilisation provient d'un incident. L'incident peut être réel ou il peut être supposé. C'est pas forcément un élément issu de la réalité. Ça peut être une rumeur, par exemple. Et cet incident, le problème, c'est qu'il va menacer la réputation de votre entreprise, porter une atteinte négative à celle-ci. C'est une potentielle de manière assez importante. L'atteinte à votre réputation, ça peut être assez grave et ça peut même menacer le modèle économique de votre organisation. Donc, il faut s'en occuper. Oui, d'accord. Et à quel moment est-ce que l'événement ou l'incident, comme vous dites, devient vraiment alors problématique? Oui, alors là aussi, c'est pas encore une science exacte, donc il y a différents paramètres à prendre en compte pour les considérer. Ceci dit, il y a quand même quelques caractéristiques qui permettent de dire, ok, là on se trouve dans une situation de crise. Ces caractéristiques, c'est quoi? C'est la multiplication des acteurs en place. On va avoir tout d'un coup beaucoup de personnes différentes qui vont s'exprimer autour de l'incident, de l'événement, de l'accident en tant que tel. C'est la multiplication aussi des outils, des capacités de communication qui vont s'agiter. Donc les médias vont s'agiter, les réseaux sociaux vont s'agiter aussi. Donc tout le monde va effectivement en parler. C'est la pression sur le temps. Vous allez avoir un temps qui va être très tendu, avec des contradictions, des conflits entre le temps de la communication, d'une part, mais aussi le temps opérationnel de gestion de la crise sur le terrain. C'est pas le même temps. Il y a un temps judiciaire, par exemple, aussi, qui lui est plus long. Il y a le temps, je vais envie de dire, financier, parce que si vous avez des sociétés cotées en bourse, eux ne vont pas réagir non plus avec les mêmes discours. Et donc, tous ces temps sont quelque part précipités avec une prise de décision quelque part immédiate. Et donc, ça peut créer quand même quelques tensions. D'accord. Quand je vous entends parler, bon,
J'entends beaucoup de tensions, j'entends beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut éviter une crise? Est-ce qu'on peut la prévenir? Alors, éviter la crise, tout le monde essaye effectivement de se prémunir. En tout cas, il vaut mieux essayer de se prémunir, même si je pense qu'il reste encore beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, ne prennent pas ce temps de prévenir et donc de préparer, d'anticiper les crises. Et le rapport de PricewaterhouseCoopers parle d'une entreprise sur 3 qui ne dispose pas encore de plan de gestion de crise. Donc, c'est vrai que ce serait quand même intéressant, et on le voit à l'heure d'aujourd'hui, que ce temps de préparation est un temps gagné, en tout cas, pour pouvoir ensuite être totalement réactif et concentré sur les objectifs qu'on veut mener quand la crise arrive. Oui, d'accord. Et ce plan de crise, il peut consister en quoi? Alors, avant d'arriver, je dirais, au plan de crise en tant que tel, c'est vrai qu'il y a toute une série de choses qu'il aurait fallu ou qu'il faudrait pouvoir préparer en amont d'une crise. C'est de pouvoir justement préparer un communiqué de presse, c'est de pouvoir se préparer soi-même avec du media training, parce que c'est vrai que ça ne... Voilà, quand on est face caméra et qu'on n'a jamais fait ça de sa vie, ça peut être assez déstabilisant aussi, et ajouter du stress au stress. C'est de prévoir peut-être une salle de crise, de prévoir aussi dans son entreprise qui sera la personne à contacter le jour où la crise a lieu, à qui dois-je donner le message que quelque chose est occupé à mal se passer. Donc toutes ces choses vont permettre de désencombrer finalement le moment de votre crise, de manière à pouvoir vous concentrer sur votre but à atteindre et à dérouler une stratégie. Et cette stratégie, donc la plan de communication que vous allez mettre en place, il peut répondre évidemment au contexte dans lequel vous êtes plongé, mais il peut y avoir différents axes, différentes réflexions à mener, que ce soit sur la posture à adopter en temps de crise, le ton, le temps aussi, qu'il est intéressant de vérifier pour pouvoir calibrer sa communication au mieux. Maintenant, au niveau des stratégies de réponse de la communication, on parle souvent de 3 ou 4 manières de réagir à la crise. C'est soit de faire silence, le pas de commentaire, comme on entend souvent, que les consultants en communication n'apprécie pas beaucoup, j'ai envie de dire. Maintenant, peut-être que parfois, il a totalement raison d'être aussi. Je veux dire, c'est une véritable piste quand même à ne pas écarter d'office. À côté de faire silence, il y a à l'inverse reconnaître la crise et assumer sa responsabilité, totale ou partielle, à discuter à nouveau. Il y a le projet latéral. Ça, c'est un terme assez particulier aux communicants de crise. Et c'est une manière de détourner l'attention en portant une attention sur autre chose que soi-même. Et donc en minimisant un petit peu l'effet de la crise et votre responsabilité finalement. Et puis, il y a le déni total, de dire non, d'assumer aussi cette position ferme, de renier finalement votre responsabilité en temps de crise. Voilà, ça, ce sont des communications, des stratégies qui feront partie de votre plan, mais à partir du moment où vous posez l'ensemble des éléments sur la table et que vous mettez autour de la table différents experts qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Et c'est justement là toute la richesse, c'est de pouvoir intégrer dans la réponse que vous allez donner l'ensemble de ces points de vue de manière à pouvoir trouver la juste voie. Oui, d'accord. Et de votre expérience, est-ce qu'il y a une de ces 4 stratégies que vous conseillerez le plus ou qui apporte le plus ou ça? Alors, c'est vrai que les consultants, je pense, en communication aiment privilégier le fait d'être dans la transparence et la reconnaissance de la crise en tant que telle, donc de privilégier l'expression rapide, d'être le premier à réagir
parce que si on attend trop longtemps, d'autres acteurs, effectivement, vont prendre la parole et votre parole va être noyée, au final, dans un bruit médiatique. Donc, c'est vrai que, voilà, les consultants préfèrent effectivement cette voie-là, mais à nouveau, il n'y a pas de vérité toute construite avant la crise. Il faut d'abord l'analyser et voir un petit peu comment procéder. L'ADN, le profil d'une industrie de produits chimiques ne sera pas la même réalité qu'une entreprise publique ou dans une entreprise de service. Donc, je dirais, il faut vraiment poser ces éléments, vérifier l'ADN de la société et être aussi consistant par rapport aux valeurs que la société affiche au jour le jour. Donc si votre société, justement, par exemple, parle de transparence dans ses valeurs et qu'à la première crise, sa réaction, ce sera de dire pas de commentaires et de se taire, elle risque d'être encore en plus grande difficulté par la suite, parce qu'on va lui reprocher effectivement ce type d'attitude. D'accord. Et c'est important, si je comprends bien, de vraiment maîtriser sa communication, de rester maître de sa propre communication. Ça, c'est l'idéal, effectivement. Maintenant, on sait bien qu'il faut pouvoir être ouvert aussi à ce qui vient et ne pas effectivement se fermer comme si on était l'unique voix. Il se fait qu'aujourd'hui, la parole de l'entreprise ou celle de l'expert est disqualifiée, peut être disqualifiée malheureusement, parce que voilà, les médias sociaux font que tout le monde, à un moment donné, a voix au chapitre. Donc c'est vrai que maîtriser sa communication dans une arène rhétorique, c'est la manière dont on appelle ces multi-voix, je vais dire, qui s'expriment en temps de crise. L'intérêt de l'entreprise, c'est effectivement à nouveau d'être préparé pour pouvoir être réactif, d'être rapide sur la balle pour pouvoir donner de sa voix le plus rapidement possible. Oui, oui. Et justement, vous parlez des médias sociaux. Est-ce que vous avez vu la communication de crise évoluer? Bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Donc on le voit effectivement. Et bon, s'il faut refaire un peu l'histoire des crises, on voit clairement qu'il y a une évolution qui est propre à la réalité dans laquelle on est plongé. Donc avant, on parlait des grandes catastrophes naturelles, avant l'ère industrielle, qui étaient des éléments de crise en tant que tels. Avec l'ère industrielle, on voit que le propos change et que là, on a affaire à l'introduction de crises propres aux facteurs humains, qu'ils soient volontaires ou involontaires, mais donc les accidents, par exemple Tchernobyl, évidemment, personne ne n'oublie, mais ça a été une des premières grandes catastrophes industrielles, mais qui a marqué les esprits, qui a marqué la communication de crise aussi, là par le silence des responsables. On n'a pas su ce qui se passait avant quand même quelques jours. Donc, voilà, on voit que ça évolue, puis on a les compagnies d'assurance qui interviennent aussi en entreprise et qui demandent des responsables d'évaluer où sont les responsabilités. Donc ça provoque à nouveau un glissement en communication de crise, puisqu'il faut effectivement être d'autant plus professionnel en gestion de crise et en communication de crise que pour pouvoir répondre et donner un éclairage sur ce qui a été fait par l'entreprise, même, j'ai envie de dire, pendant un tremblement de terre. Si un bâtiment s'écroule, le tremblement de terre, ok, on sait que ça existe, il n'y a pas de souci, mais par contre, la responsabilité de la stabilité du bâtiment, elle sera remise en cause. Et là, on va chercher effectivement à trouver des responsabilités. Donc, c'est important effectivement de pouvoir s'y préparer. Et aujourd'hui, effectivement, oui, on voit que la crise continue son chemin et à l'ère numérique, oui, forcément, elle occupe aussi ce terrain. Et les bad buzz, comme on les appelle, ça existe. Toutes les entreprises peuvent y être confrontées, quelles qu'elles soient.
ce soit le boulanger qui a sa page Facebook, jusque des institutions européennes, internationales, etc. Personne n'est à l'abri, à un moment donné, de pouvoir se retrouver dans un bad buzz. Au niveau numérique et informatique, on voit aussi les problèmes liés aux failles informatiques. Donc tout ce qui est cybercriminalité est occupé à exploser pour l'instant. Donc ça a été d'ailleurs une des notes d'attention de l'entreprise Allianz dans son rapport sur les crises. Donc ils font des rapports de projection pour les années à venir. Et le top 1, en tout cas à l'époque, c'était effectivement pour 2020 et les années à venir, la cybercriminalité qui était occupée vraiment à prendre le terrain du numérique aussi. Oui. Et comment est-ce qu'une entreprise peut se préparer à ça? Alors, pour tout ce qui concerne les failles de cybercriminalité, à nouveau, c'est de la préparation qui prévaudra, qui comptera. Donc, c'est effectivement sensibiliser en interne. Donc, les équipes informatiques, elles sont très, très au courant, effectivement, de tout ce qui se passe, mais elles ne sont pas maîtres de tout ce que font les utilisateurs et les travailleurs dans la société. Donc, c'est sensibiliser, faire du préventif, être dans la prévention de ce qui pourrait advenir pour l'entreprise en cas de phishing, par exemple, de travailleurs, etc. Donc d'introduction de virus informatiques dans l'entreprise, de systèmes informatiques qui vont être complètement paralysés. On l'a vu, des administrations, par exemple, qui à un moment donné se retrouvent totalement paralysées parce que malheureusement, il y a une clé USB qui a été branché sur un ordinateur et qui provoque des dégâts petit à petit dans les systèmes et qui les paralyse. Donc, comment procéder? Oui, c'est en sensibilisant un maximum les travailleurs, effectivement, et puis en mettant les actions correctrices le plus rapidement possible. Oui. Ouais. Et si vous me dites que seulement un employeur, enfin une entreprise sur 3, a un plan de crise. Vous voyez des raisons pourquoi 2 sur 3 n'en ont pas? Je pense que les raisons, c'est peut-être un biais de connaissance aussi, ou je dirais pour certaines, à partir du moment où on travaille dans ces routines, on a quelque part un certain aveuglement de la situation en pensant que ça fonctionne bien finalement, les choses vont bien. Donc il y a peut-être un manque de conscience effectivement de tout ce qui pourrait arriver, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un œil externe, que ce soit un consultant, peut-être un partage de pratiques aussi avec d'autres entreprises de même profil, pour confronter un petit peu les réalités et se rendre compte qu'effectivement c'est pas si rose que ça, et on n'est pas les plus forts, et non, et tout le monde peut être confronté à un moment donné à une crise. Le problème aussi de la crise et de la préparation de crise, c'est que c'est très ingrat quand vous vous en sortez bien dans une crise. Finalement la crise, on ne la voit pas, donc on n'a pas vraiment l'impression que il fallait préparer tout ça, etc., parce que finalement tout se sera passé de manière assez fluide. Donc il y a un côté un peu ingrat, c'est qu'on ne voit pas, évidemment, quand les choses vont bien, on ne voit pas pourquoi on aurait besoin de préparer les choses, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Et puis il y a peut-être l'aspect aussi financier, de dire pourquoi est-ce que on irait dépenser de l'argent, et alors qu'il y a tellement d'urgence dans une entreprise, et de prioriser finalement cette préparation-là à à autre chose. Donc je pense qu'il y a de multiples facteurs
qui font qu'à un moment donné, on court tous après le temps aussi, hein, donc c'est compliqué, on dirait on verra bien quand on sera plongé dans la crise, mais toutes ces raisons font qu'à un moment donné, oui, on constate que certaines entreprises ne sont pas spécialement préparées à vivre une crise. Et pourquoi est-ce que pour une entreprise c'est important justement de pouvoir gérer une crise Pourquoi c'est important? Parce que ça dépend de sa survie, hein. La différence entre un accident grave et une crise, c'est que l'accident grave, vous arriverez à le gérer. Si vous êtes empêtré dans la crise, c'est que vous n'avez pas réussi à le gérer. Ça a pris de l'ampleur. Tout le monde en parle. Le temps commence à être tendu et que votre survie en tant qu'entreprise en dépend. Donc le traitement de cet événement est très important à prendre en considération pour que vous n'en ayez pas trop de dégâts en termes de réputation et donc de survie pour votre entreprise. D'accord. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous partager une bonne expérience, une bonne pratique que vous avez vécue récemment, je veux dire, dans votre... Oui, je pense que c'est intéressant et on le voit d'autant plus dans les exercices, les simulations de crise, hein, quand on prépare des plans de communication, des plans de gestion de crise et qu'ensuite on prépare des exercices de crise en tant que tel. Deux choses pour moi, c'est que on voit que combien il est important effectivement de faire se réunir une cellule de crise, même si c'est un cas fictif, pour se rendre compte justement de l'intérêt du dialogue dans la cellule de crise. Et ce dialogue, il doit être fluide, le plus fluide possible, pour aller vite à nouveau. Or, on remarque en exercice, en simulation, que parfois, ces échanges entre experts peuvent prendre beaucoup de temps. Et quand on est, nous, porte-parole d'une entreprise et qu'on a les journalistes qui sont là, qui appellent ou à qui on a donné un rendez-vous pour une conférence de presse, à qui on ne sait toujours pas délivrer de message, ça devient quand même un petit peu compliqué. Donc, il est vraiment important que, les acteurs de la cellule de crise aient idéalement connaissance les uns des autres, de leur fonctionnement, de qui ils sont, de leur manière d'être. Et donc là, on est plutôt dans un registre comportemental à connaître. Et de pouvoir effectivement faire ces exercices pour se rendre compte que l'intérêt de pouvoir conclure et de prendre une décision est important à un moment donné, oui. Et pas continuer à discuter d'expertise ou de tendance ou voilà. Donc ça, je pense que ce sont deux points importants, de la connaissance des uns des autres et de soi-même en temps de crise. On n'a pas tous les mêmes réactions. C'est important. Et le fait d'avoir un processus de crise qui permette à un moment donné de prendre une décision. Mais très bien. Je crois que c'est un bon conseil à suivre, en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Céline Federer, pour cet entretien. Un grand merci. Au revoir.